quels seraient des joueurs réalistes et des joueurs audacieux à l'attaque, parce qu'on fera la défense demain, que vous aimeriez voir Kent Hughes essayer d'attirer à Montréal dans ses filets? Je vais commencer avec toi, Tony. Cible réaliste, son nom a circulé quand même abondamment à la date limite des transactions, puis il est resté finalement dans son équipe. C'est Vincent Trocheck des Rangers de New York. C'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience, un gars durable, un gars sur qui on peut compter. Pour moi, c'est vraiment étiqueté deuxième centre depuis plusieurs années dans sa carrière, Vincent Trocheck. Là où ça peut nuire à une candidature comme lui, c'est que pour moi, petit gabarit, 1, droitier 2, et troisièmement, les Rangers. Est-ce que Jeff Gorton va transiger, faire une transaction majeure avec les Rangers? Je reste quand même assez sceptique concernant tout ça. Mais quand même, je pense que c'est plus réaliste que certains candidats qui ont été avancés parce que je pense qu'on est capable d'aller chercher au prix juste Trocheck. Parce que la réalité, c'est que les Rangers se disent-tu, on a une chance de revenir rapidement être compétitif ou on n'a pas le choix de regarder et de liquider certains actifs. Puis un gars comme Trocheck à 32 ans et 3 ans de contrat, sa valeur n'ira pas en augmentant dans les prochaines années. Si tu veux maximiser son retour, si tu ne penses pas être compétitif à court terme, faut que tu le considères, Ali. Ouais, puis ils ont déjà fait quelques pas dans cette direction-là dernièrement, en échangeant notamment un gars comme Artemi Panarin. Puis j'ai l'impression... Il y avait plus de contrat. Il y avait plus de contrat, c'est vrai. Mais tu sais, c'est pas très clair la direction que les Rangers de New York ont en ce moment, que ça a été une saison hyper difficile. Est-ce qu'ils vont être capables de retrouver leur niveau? Moi, ce que j'aime de Trocheck, c'est que souvent, j'ai l'impression que on vise peut-être un petit peu trop gros là, pour le fameux deuxième centre à Montréal. Tu sais, des lignes de centre où tu as 2 centres qui pourraient être des centres numéro 1 sur certaines équipes, ça arrive à peu près jamais. Fait que c'est pour ça qu'un gars comme Vincent Trocheck, pour moi, c'est beaucoup plus réaliste et il coche énormément de cases. J'aimerais ça. Tu sais, c'est pas l'acquisition la plus sexy, mais t'as besoin de gars comme ça pour aller chercher un championnat. Est-ce qu'un gars comme Zibanejad pourrait être sacrifié du côté des Rangers de New York? Ou lui, vous pensez qu'ils vont le garder à long terme? Lui, on parle de 4 ans de contrat à 8,5 millions. Puis il a commencé à ralentir un petit peu. Il a vraiment ralenti, Zibanejad. Lui, les 2 dernières années, tu as senti que il a ralenti de façon importante. Mais placé dans une équipe qui a des aspirations, pourrait-il se relancer? Non, mais la question se pose, je pense. Peut-être. OK, l'équipe qui vraiment a comme arrêté de performer de façon très nette, là, très sec du côté des Rangers. C'est pas ce qu'on avait dans les plans du tout. Au moment d'accorder une prolongation de contrat comme celle de leur gardien de but, Shesterkin. Et quand tu accordes un contrat d'aussi long durant ton gardien, c'est que tu penses être dans la fenêtre pour longtemps. Mais là, finalement, je pense que certains joueurs ont atteint une étape dans leur carrière où ils ont franchi la montagne. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas eu la contribution de leurs jeunes joueurs. Lafrenière n'a pas la contribution escomptée. Capo, ça n'a pas fonctionné. On l'a échangé sous d'autres cieux. La liste est longue quand même de joueurs qui ont sous-performé, qui n'ont pas été capables de remplacer les responsabilités de certains. Et pour moi, la transaction de Keandre Miller fait quand même pas mal paraître les Rangers, parce que le succès que Miller vient de connaître avec les Hurricanes, c'est pas ce gars-là qu'on a vu avec les Rangers dans les dernières années. Ouais, puis tu parles de Capo, tu ramasses Will Borgen, tu lui donnes un contrat quand même payant, moyen terme. Là, on va devoir signer Braden Schneider, qui est joueur autonome avec compensation. Il y a du travail à faire là, du côté des Rangers. Puis tu parlais de prolongation de contrat de Shesterkin. Je te dirais, quand on a déposé le contrat, Mike Sullivan aussi, on s'attendait pas à avoir ce genre de résultat-là. OK, Ali, donne-moi donc un attaquant qui serait une cible réaliste selon toi pour Kent Hughes. Moi, j'ai décidé d'y aller dans une direction différente avec un nom qu'on entend peut-être moins souvent dans les rumeurs de transactions, parce que souvent, c'est les mêmes gars là, qui finissent par revenir dans les discussions. Dimitri Voronkov des Blue Jackets de Columbus, ailier de puissance, format géant, 6 pieds 5, 234 livres. Lui, c'est un gars qui n'a pas peur de couper au filet, de foncer dans les coins avec de bonnes mises en échec. De l'autre côté de Demidov, j'aimerais ça, un gars comme Voronkov. Évidemment, ce sont 2 Russes. On parle souvent du fait que ce serait peut-être bon là, d'avoir un Russe
dans l'entourage du Canadien pour bien accompagner Demidov puis pour le faire sentir un petit peu plus à la maison. Voronkov semble être un peu mal aimé. En plus, à Columbus, il s'est souvent fait retirer de la formation à la fin de la saison. Donc, je me dis que sa valeur a probablement baissé dernièrement. Tu pourrais peut-être tenter un coup. Ça a été un trio très productif, ça, Voronkov. Exactement. Fait que, tu sais, y a-tu des drapeaux rouges? Y a-tu peut-être des enjeux au niveau de sa personnalité que ça clique pas, l'attitude, peu importe. Ça, c'est possible, mais ça reste qu'à 4 millions de dollars pour encore une saison. Il va être agent libre avec compensation dans un an. Pour moi, c'est un pari qui pourrait être intéressant. Je dis pas que c'est l'option numéro 1, mais si jamais tu te retrouves que t'as pas été capable d'aller chercher le fameux deuxième centre, ou même si tu l'as, Voronkov, il te coûterait pas nécessairement trop cher non plus. C'est un profil qui se rapproche quand même celui de Matthew Nice, Voronkov. Là. Un peu. Oui. Un peu. Lui, en tout cas, il changerait le look de ton offensive. Ouais. Et moi, je pense que c'est un ailier, honnêtement. Là, même s'il y a eu des minutes au centre par le passé, je pense vraiment que c'est un ailier gros format. C'est là où on va maximiser ses forces de jouer à l'aile. Mais lui, vraiment, tu l'amènes dans le portrait du Canadien. T'as complètement une attaque différente avec lui. Je trouve qu'on aurait une attaque qui amènerait peut-être de trio en trio, t'alternes entre ta première et ta deuxième ligne, t'amènes quelque chose de différent sur la glace, ça c'est sûr avec lui. C'est parce que ça viendrait rajouter à l'effort de Henderson, de Bolduc, d'essayer de frapper en échec avant, de déranger. Évidemment, il y a Slavkovski dans le tas, mais Slavkovski est quand même du talent à travers ça. Donc, c'est un Voronkov. Moi, je l'avais identifié un peu plus tôt cette année pour la date limite. Puis écoute, je change pas d'avis. Ce serait toute une prise pour Kent Hughes. Je suis allé avec William Karlsson. Messieurs, j'ai déjà établi il y a quelques jours ma théorie par rapport à ça. Je pense que les Golden Knights vont se retrouver un peu coincés avec le contrat de Pavel Dorofeev, avec potentiellement la prolongation de contrat de Rasmus Anderson. On va avoir beaucoup de sous de dépenser. Il en restera plus beaucoup. Et est-ce qu'un gars comme William Karlsson à 5,9 millions pour encore un an pourrait être l'agneau sacrifié? Le seul bémol dans son cas, c'est qu'il est souvent blessé. Encore blessé dernièrement. C'est pas un plan A pour moi, puis c'est pour ça que je l'ai placé dans la catégorie de cible réaliste. Mais si on veut se donner une chance de... OK, Michael Age retourne à Michigan une année supplémentaire. On a un plaster qui vient avec nous pour boucher un trou, qui est clairement une amélioration par rapport à Oliver Kapanen, qui nous amène quand même un one-two punch intéressant lorsqu'il est en santé. Et par la suite, on peut réévaluer la situation l'année prochaine. Est-ce que Michael Age peut faire le saut directement dans cette chaise-là? Est-ce qu'il n'y a pas des ouvertures qui pourraient s'ouvrir à nous comme un Connor McDavid qui ferait je suis moins sûr de l'avenir des Oilers d'Edmonton, je décide d'être échangé, le Canadien pourrait être joueur à ce moment-là. Il y a un peu de tout ça là-dedans, mais je pense quand même que William Karlsson pourrait être une prise intéressante pour moi. Admettons là, que Nico Hischier re-signe avec les Devils, que Dylan Larkin ne veut absolument pas jouer au Canada puis qu'il est échangé sous d'autres cieux, que les Blues de Saint-Louis conservent les services de Robert Thomas. Dire quelque chose, ça peut rapidement devenir tout un enjeu d'améliorer la situation au centre chez le Canadien. Là. Ça veut pas dire que, même si on a établi la position de centre numéro 2 comme étant la priorité numéro 1, faites le tour de la Ligue nationale. Il y a un méchant paquet de clubs qui prendraient des joueurs de centre actuellement. Oui. C'est une denrée rare et c'est un problème pour bien des clubs. Le Canadien n'est pas pas le seul dans cette situation-là. Puis je comprends. On a les moyens de se payer quand même un joueur intéressant parce qu'on a des espoirs, des choix repêchage. Tout ça est vrai. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas énormément des joueurs de disponibles de ce qu'on cherche qui améliore ton club immédiatement. Alors, c'est un méchant casse-tête pour l'organisation parce que tout le monde sait c'est quoi les besoins du club. Donc, le Canadien va être attendu avec une brique puis un fanal à la table des négociations. De l'autre côté, l'organisation sait très bien qu'il y a de la pression de la part des partisans de vouloir monter les marches rapidement. On vient de montrer de très belles choses avec une ligne de centre qui avait un trou béant au centre de ta deuxième ligne. On se dit c'est maintenant le temps de le faire. Mais les opportunités, elles vont peut-être venir juste dans un an, dans un cas comme McDavid, par exemple. Mais tu sais, c'est très hypothétique comme scénario. Oui. Est-ce que tu t'assois sur tes mains et t'attends qu'un scénario-là, comme ça, se profile à toi? J'ai pas sûr de ça. Donc moi, je pense que le Canadien va être à l'écoute de tout. Mais j'ai peur qu'on soit déçu à la fin de l'été et qu'on dise Cardin, on n'a rien fait. Ouais, mais ça se peut que l'offre ou l'opportunité ne se soit tout simplement pas présentée. Parce que c'est pas impossible comme scénario. C'est pas dans le style à Kent Hughes de surpayer. Lui, il aime pas ça. Trop donné, puis peut-être qu'il perd la transaction, mais que, regarde, au moins, il y a eu le joueur qu'il voulait.
Il fait pas ça. OK, mais t'as peu. C'était pas dans le style à Kent Hughes, dans où est-ce que le Canadien était rendu dans son cycle. Là, on le sait pas. Est-ce qu'on rentre dans une étape où est-ce que maintenant, surpayer est plus acceptable? Parce que Nick Suzuki n'est pas éternel. Là. Son entente va prendre fin. Non, mais dans 4-5 ans quand même. Là. Non, je comprends, là, mais la fenêtre du Canadien, elle est ouverte. Ça, c'est vrai. Là. C'est un fait. Elle va encore être ouverte dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. T'es pas obligé d'être all-in maintenant puis de sacrifier ce que tu peux peut-être avoir dans 3-4 ans. Je comprends, mais il y a une différence dans ma tête entre être all-in et surpayer un peu pour aller chercher le joueur que tu convoites. C'est quoi surpayer, là? Est-ce qu'on parle d'un choix de milieu de repêchage? Est-ce qu'on parle d'un espoir B? Tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on entend de notre définition de surpayer, mais je pense quand même que Kent Hughes, v'là 2 ans, n'était pas prêt à faire ce genre de manœuvre-là, voulait s'assurer de maximiser tous les actifs possibles à gauche et à droite pour se donner les outils et les munitions qu'aujourd'hui, si l'occasion se présente, alors que l'équipe peut accéder vraiment à un niveau supérieur dans la Ligue nationale de hockey, d'appuyer sur la gâchette. C'est là où est-ce que je pense que ça va être intéressant de voir. J'ai pas vraiment de doute qu'on est prêt à payer parce que si tout ce qui a été galvaudé concernant Matthew Knies, est-ce que le Canadien était prêt à donner, honnêtement, c'est un bon prix là, qu'on était prêt à remettre pour Matthew Knies. Moi, je faisais cette transaction-là, mais quand même, c'est un prix considérable. Assurément. Pour Matthew Knies, un ailier. Exact. Donc, oui, le Canadien, je pense, est dans une situation où on est prêt à payer. Mais moi, je suis sceptique de connaître ce qui va vraiment être disponible au centre, le Canadien. Pas si sûr que ça, moi, que ça va déborder d'options. Ben, regarde, tu vois, on va le faire après la pause. Parce que là, on a fait nos cibles plus réalistes. Après la pause, on va les mettre, nos lunettes roses. Okay. On va s'amuser avec ça. Quels pourraient être les joueurs vraiment que ce serait toute une acquisition pour Kent Hughes, nos cibles audacieuses à l'attaque. Ça s'en vient dans le club du matin. Avant la pause, on a regardé les cibles plus réalistes que Kent Hughes pourrait viser pour améliorer son équipe à l'attaque. On va faire le même exercice avec des cibles un peu plus audacieuses. Vas-y donc, Tony. Cible audacieuse, ben moi, j'ai pas changé d'idée, mais ça n'arrivera pas. Parce que tu veux qu'on s'amuse, on va s'amuser. Moi, c'est Dylan Larkin. Moi, Dylan Larkin, c'est sûr qu'il comble tous les besoins du Canadien. Si j'avais à jouer toutes mes cartes pour aller chercher un joueur qui t'aiderait dans l'immédiat, c'est Dylan Larkin. Mais je sais qu'il ne voudra pas jouer ici. Mais quand même, sans le gaucher, expérimenté, c'est un gars durable. Pas expérimenté en série, mais un gars durable qui rate à peu près pas de match. Qui a joué dans des compétitions internationales pour les Américains, gagnant d'une médaille d'or olympique. Toutes les qualités requises pour évoluer comme deuxième centre, même que je pense que c'est un premier centre dans la plupart des équipes de la Ligue nationale. Là, pour avoir tout un 1-2 punch avec Suzuki et Larkin, ça te donnerait énormément d'options, jeu de puissance, un gars complet sur 200 pieds. Vraiment, le Larkin, ça serait vraiment une acquisition de premier plan pour le Canadien. On le sait que le Canadien met beaucoup de l'avant la culture, l'attitude, etc. Est-ce que le fait qu'il demande une transaction, mais que ça survient après un long passage à Détroit, pour vous, c'est-tu un drapeau rouge dans le cas de Larkin? Pas moi. Parce que pour moi, ça montre que le gars veut gagner. Qu'il est tanné de perdre, que 10 ans, c'est beaucoup trop pour lui, puis qu'il veut passer à autre chose. Ben, tu sais, Deso, si t'étais dans un environnement perdant depuis 10 ans, est-ce que ça te tenterait de changer d'air? Assurément. D'autant plus que t'es capitaine du club, tu joues à la maison, peut-être que la pression a commencé à l'affecter. Puis il a le goût de vivre autre chose. Surtout qu'il vient de gagner. Moi, je respecte ça. S'il a été nommé capitaine, il y a toujours bien une raison en arrière de ça. On a dû voir des qualités de leadership importantes pour lui. Et tout ce qu'on entend sur Dylan Larkin, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Là, c'est certain qu'il demande un transfert de son équipe, l'équipe de sa région natale pour laquelle il joue depuis le début, mais en même temps, moi, Anthony Marcotte, le gars qui veut gagner, c'est sûr et certain que ça m'affecterait. Définitivement. Puis, il y a eu des négociations contractuelles pas toujours faciles avec Steve Yzerman. On ne voit peut-être pas les choses de la même façon sur la direction que doit prendre l'équipe. En même temps, est-ce que tu peux reprocher à un athlète de vouloir gagner et d'atteindre une autre étape dans sa carrière? Moi, je pense pas. C'est pas un énorme drapeau rouge en ce qui me concerne. Puis, compte tenu des besoins, c'est particulièrement intéressant. Maintenant,
Bon, il a donné une liste très restreinte d'équipes à laquelle il voudrait rejoindre. Il n'y a rien qui dit que ces clubs-là sont prêts à quitter la facture que les Red Wings souhaitent avoir. Le Canadien peut être mieux nanti pour combler les besoins des Red Wings. Qu'est-ce qui dit que si le temps s'écoule cet été, on franchit le 1er juillet, puis Larkin est encore disponible, puis que lui, il veut absolument pas être dans les parages au mois de septembre quand ça va recommencer. Il n'y a rien qui dit qu'il ouvrira pas peut-être ses horizons, puis peut-être considérer l'idée de rejoindre une excellente équipe à Montréal. C'est peut-être la pensée magique, mais c'est peut-être pas si fou que ça d'y penser. Ouais, en tout cas, moi, je suis dans cette position-là. C'est un peu le but de la chronique. Là. Ça va, là, t'es pardonné d'avoir un peu la pensée magique. On ressortira pas la clé, je pense que ça fait partie de la game de voir des cibles audacieuses. Oli, mais celle-là, ça en est une bonne, je pense. Oli, c'est à ton tour de te mouiller. J'y vais avec un gars qui connaît un drôle de début de carrière, disons, dans la LNH. Matty Beniers, ancien 2e choix au total du Kraken de Seattle. Un centre gaucher, lui aussi, hyper talentueux, qui, rappelez-vous, avait connu une excellente première saison dans la LNH, avait gagné le Calder. Par la suite, il a peut-être pas eu la progression escomptée. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout dû au fait qu'il est pas très très bien entouré à Seattle. Sur les ailes, c'est pas incroyable. C'est pas une équipe qui a énormément de talent. Donc, Beniers n'a pas progressé comme prévu dans les dernières années. Il est aussi sous contrat à long terme pour un peu plus de 7 millions de dollars jusqu'en 2031. Donc ça cadre parfaitement dans la fenêtre du Canadien, dans la structure salariale de l'équipe. Et j'ai l'impression que Matty Beniers, si tu lui mets un ailier aussi talentueux qu'Ivan Demidov, ben là, il va décoller. Il va montrer pourquoi il y avait eu autant de promesses à un si jeune âge. Le Kraken de Seattle a plusieurs jeunes centres aussi dans son pipeline qui s'en viennent. On peut penser à Jake O'Brien, Berkeley Catton, Shane Wright qui est encore là. Plusieurs centres vétérans aussi qui sont sous contrat. Je serais surpris qu'ils l'échangent, mais tu peux rien à essayer. C'est un peu bizarre ce qui se passe avec le Kraken. C'est parce qu'on sait pas ce qu'on fait. C'est ça. Ils sont dans le no man's land à peu près depuis qu'ils sont arrivés dans la ligue. Pourquoi pas essayer de leur soutirer un de leurs bons jeunes joueurs? Parce que des centres, il y en a un puis un autre. Là. Ben oui. Honnêtement, t'en as énuméré quelques-uns les plus jeunes, mais Chandler Stevenson a été une grosse acquisition il y a quelques années. Un contrat qui ne vieillit pas super bien dans le cas de Stevenson. On avait fait une transaction pour Frédéric Gaudreau. On avait été quand même chercher une profondeur au centre, si bien qu'on n'a plus de place pour Shane Wright, qui joue. Finalement, c'est plus compliqué. Alors, on a une couple de points d'interrogation au niveau développement. Ouais. Le problème, c'est que je pense que du côté du Kraken, il y a cette volonté-là d'embaucher des vedettes. On veut faire un splash, on veut faire du bruit, on veut passer à l'autre étape. Surtout avec la menace de la NBA qui plane. Tu te retrouves dans une situation que tu n'as comme pas le choix d'aller conquérir le marché. Est-ce que de sortir l'ancien 2e choix au total, c'est la bonne avenue? Je suis pas convaincu. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, il lui manque vraiment un joueur de centre offensif. T'sais, c'est pas ça Beniers, c'est pas ça Shane Wright non plus. Ça manque de panache, cette offensive-là. Elle n'est pas redoutable, l'offensive du Kraken. C'est des centres responsables, on peut pas leur enlever ça. Mais ils ont pas mal plus l'étiquette, surtout dans le cas de Beniers, un joueur de centre numéro 2. Ouais. Tu l'amènes à Montréal, il cadrerait pas à peu près. Là. Ça, c'est sûr. Comme joueur de centre numéro 2 avec du 2e avantage numérique, mais un gars sur 200 pieds extrêmement utile qui va te donner des saisons de 60-65 points toute sa carrière. Pour moi, là, c'est une émule de Ryan Kessler, Matty Beniers. Ah, c'est intéressant. À l'époque, là, avec les Ducks d'Anaheim, c'est un gars qui t'amenait son pesant d'or, mais il n'était jamais le joueur franchise à l'attaque pour générer de l'offensive. Par contre, quand ça comptait, au niveau physique, c'est un gars qui, dans les moments importants, était bon dans les séries, Ryan Kessler, à une certaine époque avec les Ducks. Limite salaud un peu par bout. Là. Oui, c'est vrai. Mais quand même, Matt Beniers, c'est ça. Là. C'est un gars qui est extrêmement coriace. Et là, on n'en parle pas trop parce qu'il joue à Seattle, là, mais c'est un gars qui jouerait dans un gros marché, deviendrait un gars pas mal plus en vue qu'il l'est présentement à Seattle. S'il jouait dans l'Est, dans un des grands clubs. Parce qu'on dirait que chaque joueur qui porte l'uniforme du Kraken devient automatiquement un peu plus beige. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu regardes leur brigade défensive, là. Vince Dunn, Brendan Montour, Adam Larson, Ryan Lindgren. C'est pas des mauvais joueurs. Ce sont juste des joueurs qui sont un peu plus ternes, qui sont pas flamboyants. C'est pour ça qu'on était dans le coup pour Artemi Panarin et qu'on voulait lui donner la grosse prolongation de contrat parce que on veut justement enlever cette étiquette-là pour avoir un peu plus de joueurs vedettes qui se joignent à notre équipe. Messieurs, tu placerais Beniers avec Demidov, il lui ferait de la place. Ah, ça, c'est sûr. C'est un gars qui
qui va te donner une fraction de seconde de plus parce qu'il est extrêmement fort en possession de rondelles. Puis le contrat, Ali a 100% raison. Là. Très abordable. Pas de problème avec millions, ça. Pas de problème avec parfait, ça. Ouais. Je suis allé avec un autre pensée magique. Je vais du côté des Blue Jackets de Columbus. Ça aurait été facile de nommer Nico Hischier, mais... ou Robert Thomas ou Ryan O'Reilly. Vous les entendez tout le temps, ces noms-là. On veut aller un peu ailleurs. Adam Fantilli avec les Blue Jackets. Le patin, le gabarit, le lancer, l'âge... Il coche pas mal toutes les cases. C'est sûr qu'il est un peu dans l'ombre des Leo Carlson et des Connor Bedard, mais Adam Fantilli, c'est quand même 2 saisons dernièrement de 54 et 59 points, respectivement 31 buts et 24 buts. Mais il est un peu effacé parce qu'il fait un peu partie de ces joueurs-là qui patinent dans le gruau à Columbus puis qu'on n'est pas en mesure de passer à l'étape suivante. Mais honnêtement, ce serait un ajout de taille sur notre deuxième trio. Là. Pas de doute là-dessus. Ouais, c'en est un, c'est vrai qu'il tarde peut-être à décoller compte tenu de son statut au moment de son repêchage. Est-ce qu'on avait des attentes un peu trop démesurées sur sa capacité à faire des points dans la Ligue nationale? On parle quand même de 31 buts le 2 ans puis 24 buts l'année passée. Non, c'est pas mauvais non plus. C'est un excellent joueur, c'est sûr. Là. Dans le cas de Fantilli, pas de contrat. Joueur autonome avec restriction. Columbus a énormément d'argent à dépenser. Il est là le problème. Oui, mais d'une certaine manière, est-ce que les gars veulent rester là? Il commence à y avoir du bruit autour de Zach Werenski. 2 années de restant à son contrat. À un moment donné, le joueur va devoir se commettre. Est-ce que je veux rester à long terme avec les Blue Jackets? Est-ce qu'il va vivre un petit peu la même remise en question que Larkin a eu avec les Red Wings? C'est une équipe qui ne gagne pas les Blue Jackets. On est vraiment dans le milieu. De temps en temps, on fait une série. Des fois, on les fait pas plus souvent qu'à notre tour. C'est pas une puissance. C'est pas un grand marché non plus. C'est pas un marché qui te permet de briller comme dans certains autres marchés comme Los Angeles ou au New York où t'as pas les réflecteurs sur toi. Ça dépend des personnalités des joueurs. Il y en a qui aiment ça jouer dans l'anonymat. D'autres préfèrent les réflecteurs. Ça dépend de ce que Fantilli veut. Mais moi, le profil, il est très intéressant. C'est un jeune joueur qui va connaître de belles années dans la Ligue nationale. Je suis certain de ça. J'espère que vous avez apprécié. Demain, on fera la même chose, mais avec les défenseurs, parce qu'on pourrait aussi voir quelques ajouts à ce niveau-là.